Connaissez-vous l'histoire de Chloé? Parce qu'en effet, on connaît bien souvent l'histoire de Fendi, de Chanel et des maisons pour lesquelles Karl Lagerfeld a travaillé, mais celle de Chloé reste étonnamment bien plus discrète alors que le Kaiser de la mode y a quand même participé pendant 25 ans. Donc finalement, quelle est l'histoire de cette intrigante maison parisienne? Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noah's Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Le 3 mars 1921, Gabrielle Hanoka voit le jour à Alexandrie en Égypte. Elle va évoluer au sein d'une famille appartenant à la petite bourgeoisie égyptienne et elle épouse très jeune Raymond Aguillon, son ami d'enfance, en 1940. Le jeune couple va s'installer à Paris en 1945 et à cette époque, Dior et Balenciaga dominent vraiment le monde de la mode. Et à cette époque, quand on parle de mode, on ne parle pas de prêt-à-porter puisque ça n'existait tout simplement pas. Et Gabrielle Aguillon va vite comprendre la nécessité de créer des vêtements disponibles immédiatement, déjà faits et sans besoin de retouches, tout en utilisant des matériaux de haute qualité. Et c'est comme ça qu'elle va créer en 1952 sa maison Chloé. Alors d'ailleurs, vous allez me dire pourquoi Chloé alors qu'elle s'appelle Gabrielle? En fait, ce prénom était celui de son amie Chloé Huysman, qui était styliste au Galeries Lafayette et qui incarnait un esprit féminin, jeune et audacieux, en parfaite adéquation avec le Paris de son époque. Cette création est inaugurée par une première collection de 6 modèles que Gabi Aguillon réalise avec l'aide d'une seule couturière venue d'une maison de haute couture. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point on était encore dans les prémices de la maison, Gabrielle Aguillon allait encore à cette époque chercher ses tissus elle-même et trouver ses boutons elle-même comme elle l'affirmait, et faisait la promotion de ses pièces dans les boutiques à la mode en personne. Et c'est en 1957 que la maison va vraiment évoluer en proposant sa première réelle collection. Le défilé se fait au Café Fleur à Paris et la collection est très bien reçue par la presse. Et Chloé va recevoir le soutien de Hélène Lazareff, qui est la fondatrice du très célèbre magazine Elle. Et pour l'instant, on le rappelle, c'était vraiment Gabi Aguillon qui dessinait tout et un premier styliste est rapidement engagé. Gérard Pipard restera ainsi 6 ans chez Chloé avant de partir chez Nina Ricci. Puis la maison va travailler avec différents jeunes stylistes comme Maxime de la Falaise, avec qui Gabi Aguillon dessine la robe chemise en brun devenue absolument iconique grâce à son avant-garde et à sa désinvolture assumée par les deux designers. Après cette première pièce à succès, en 1962 apparaît la blouse en soie qui est devenue un incontournable de chez Chloé, mais pour l'instant vous l'aurez remarqué, quelqu'un manque à l'appel. Après un premier passage chez Balmain puis chez Patou, Karl Lagerfeld arrive chez Chloé en 1964. Il est recruté comme principal créateur de la maison pour conquérir le public féminin, et c'est évidemment chose réussie. Il se sert de lignes souples et de matériaux fluides. Il réalise notamment des robes en crêpe ou des jupes en cachemire, élégantes et souples, sans couture. Il joue avec des couleurs contrastées et vives, mais également avec la largeur et la souplesse des manches. Finalement, il réalise des silhouettes élégantes qui cassent avec ce que l'on voyait habituellement. En 1965, il va dessiner la robe Tertulia pour la collection Printemps-été 1966. Il s'agit d'une robe bohème chic avec des motifs peints à la main qui rappellent un petit peu l'art nouveau, toujours dans des matières légères et souples qui vont faire le succès de cette robe. À la fin des années 60, Lagerfeld va également créer des pantalons fluides en soie qui permettent d'être à la fois élégantes et décontractées, ce dernier adjectif étant jusqu'alors réservé aux hommes. C'est comme ça que Chloé va entrer dans les années 70 en s'étant imposée sur le théâtre de la mode française, avec une légèreté féminine, élégante et décontractée, tout en montrant son savoir-faire, notamment au niveau de la soie et de la dentelle. Face à son succès, la première boutique Chloé ouvre ses portes en 1972 dans le 7e arrondissement de Paris. Lagerfeld, dont les preuves ne sont plus à faire au sein de la maison, deviendra l'unique designer de Chloé en 1974 et même le designer exclusif un an plus tard. L'ascension de Chloé ne s'épuise pas. Pour la collection Printemps-été 1983, Karl Lagerfeld va créer les robes emblématiques violon Angkor, de leur vrai nom, qui mettent vraiment en avant le savoir-faire Chloé, puisqu'en effet, de dos, on a l'impression que c'est une jupe et un boléro, mais en fait, il s'agit d'un trompe-l'œil, puisqu'en effet, de devant, on voit bien que c'est une robe qui reprend les formes d'un violon. Et cette collection qui tourne autour de la musique va donc mêler élégance et drôle. Le couturier va finalement quitter Chloé en 1983, et pour sa dernière collection Printemps-été 1984, il va faire une sorte d'éloge à la couture. Toutes les pièces vont s'articuler autour de ce thème de la couture en reprenant par exemple des formes de ciseaux, etc. Et c'est comme ça que Lagerfeld va quitter Chloé après 2 décennies pour rejoindre Chanel. Après
Après le départ du CIS, Gaby Haguion et son mari vont prendre leur retraite, une retraite bien méritée, mais la maison est sur le déclin et les ventes chutent. Malgré ça, Chloé est rachetée par le groupe Dunhill Holdings, devenu le groupe Richemont aujourd'hui, et ses nouveaux propriétaires vont rappeler Lagerfeld en 1992 pour relancer la machine. Pour mener à bien sa mission, il va reprendre le style Chloé qu'il a forgé, mais il va également le moderniser en y intégrant des éléments de la pop culture, et ça va être une réussite puisque les ventes remontent. Pour la collection printemps-été 1994, Karl Lagerfeld va créer des robes légères, avec des motifs peints à la main qui reprennent des fresques présentes sur l'île de Santorin, en combinant ainsi modernité et antiquité, mais il répond également à une attente plus jeune, et c'est comme ça que par exemple pour la collection printemps-été 1996, il va créer des tenues avec des couleurs plus vives dans l'esprit pop de l'époque. Ce deuxième passage a remis Chloé rapidement sur pied, et c'est comme ça qu'en 1997, Stella McCartney, alors âgée de 25 ans, va succéder à Karl Lagerfeld. Bien que Lagerfeld soit associé à Chanel, il ne faut pas oublier que Chloé a été son tout premier terrain de jeu, qui lui a permis à la fois d'aiguiser son style et de tester une mode nouvelle, moderne. D'ailleurs, pour la collection automne-hiver 2019-2020, Natasha Ramsey-Levy, alors la directrice de la création de Chloé, a tenu à rendre hommage au couturier décédé quelques jours auparavant, le 19 février 2019. Aujourd'hui, sous le contrôle de Chemena Kamali, la maison a gardé son style élégant et décontracté hérité des années 70, et s'est clairement imposé parmi les grandes maisons de mode françaises. J'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur l'histoire de Chloé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.